Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi pour votre émission de jeunesse. 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Cet après-midi, nous abordons un thème assez particulier qui concerne un bon nombre de personnes, que ce soit adolescents, jeunes, adultes ou encore vieux. Nous voulons parler de la dépression, mais chez les jeunes. De quoi est-il question? Quelles sont les causes et que peut en être les retombées? Voilà de quoi il sera encore question cet après-midi. Et je tiens à rappeler avant le début de ce débat que nous ne sommes pas des spécialistes en la matière, mais comme nous sommes sur un plateau de jeu, nous donnerons quand même notre avis sur la question. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va bien. Très bien. Adolphe, il faut que je prenne mon souffle. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Ça fait très longtemps. Hein? Oui, ça fait un bail. Ça fait 2 ans. Oui, ça peut aller à 2 ans. Ça ne peut pas dépasser 2 ans, maximum 2. Maximum 2 ans. Oui. Où est-ce que tu étais? Bon, il faut dire qu'à un moment donné, j'ai pris un peu de recul et concernant certaines situations que je ne peux pas forcément dévoiler ici. Donc maintenant, je suis revenu en pleine forme. On va continuer l'aventure. Voilà, ça me fait plaisir de te retrouver. Je vais très bien. Je fais coucou spécial à tous ceux qui nous suivent actuellement. Bonsoir à Prudence. Voilà. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Voilà, retour sur ce plateau. Je vais lancer à l'instant les questions de dépression cet après-midi. Nous allons essayer d'abord de comprendre ce que c'est que la dépression. Roger, est-ce que tu as une... Oui, en fait, le mot même fait déprimer, en fait. La dépression, en fait, c'est... le verbe dérivé de ce mot, c'est se déprimer ou bien déprimer. Voilà, ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est en état de dépression, ça veut dire que je ne suis plus à l'étape où tout allait bien. Là où je suis actuellement, je suis dans le chaos, que rien ne va. Et psychologiquement, je suis troublé. Quand on parle de dépression, on peut également parler de trouble. C'est-à-dire trouble, que ce soit un trouble mental ou psychologique, on est en train de faire allusion à ces trucs-là. Donc, dire que quelqu'un est déprimé, c'est dire que la personne est dans un état où rien ne va, comme je l'avais déjà dit. Et la dépression, c'est ce qui également peut amener quelqu'un à la mort. C'est-à-dire que je ne suis plus à l'aise mentalement et dans être intérieurement, je ne suis pas à l'aise. Et quand vous allez voir, même pour un peu aller loin, la dépression, vous allez même voir les gens en circulation, vous allez sentir qu'ils sont en état de dépression. Maintenant, l'autre niveau de la dépression, c'est que vous allez voir certaines personnes, elles sont physiquement bien portantes, mais intérieurement, ça ne va. C'est un autre niveau débloqué là, de la dépression. Alors, dépression égale trouble, surtout mental ou psychologique. Voilà, Adolphe, Roger parle de trouble. Hein? Oui. Je vais aborder dans le même sens. La dépression, souvent, il y a beaucoup de personnes qui essaient de la définir de tort à travers, mais la dépression, c'est un trouble mental. C'est une maladie, en fait. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des soucis, qui est soucieux, qui est dépressif. C'est un peu plus que ça. La dépression, c'est un trouble mental et ça englobe beaucoup de choses. Donc, pour aller dans un ordre un peu plus précis, je voudrais qu'on revienne sur les causes, les symptômes et les conséquences. Et ce sera au cours du débat. Voilà, justement, parlant des symptômes, j'ai dit tout à l'heure dans son développement, même dans la circulation, quand tu vois quelqu'un déprimé, tu sais comment se manifeste donc ce trouble-là. Bon, il y a plusieurs symptômes. Il y a l'étourdissement. La personne est distraite. Elle n'est plus en elle-même. Elle est soucieuse. Il y a la pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs idées, plusieurs pensées qui viennent en même temps.
et la personne est en quelque sorte déconnectée d'elle-même. C'est comme si elle ne se contrôle plus. Elle marche, mais son idée est en fait ailleurs. Donc, c'est ça l'état de quelqu'un qui est dépressif. Il y a aussi la fatigue. La fatigue, la personne est en manque de motivation. Elle n'a pas envie de faire ne serait-ce qu'un petit travail. C'est-à-dire, elle n'a pas la motivation en fait. Ce n'est pas parce qu'elle est paresseuse, mais elle n'a pas la motivation. Il y a aussi le désordre. La personne est là, elle peut être dans sa chambre et tout est désordonné autour d'elle. La simple motivation qu'il lui faut pour aller arranger sa chambre, elle ne l'a pas. Elle est soucieuse, elle est stressée, elle est anxieuse, cette personne-là. Donc, on peut parler de dépression en ce moment. Ce n'est pas seulement une question de souci. Une personne peut être soucieuse sans être dépressive. Alors, dans ce cas, comment mettre le distinguo entre peut-être, souvent on a et le souci souvent qu'on a, c'est les soucis financiers. Oui. Comment est-ce qu'on peut mettre la différence entre quelqu'un qui a les soucis financiers, on va dire, et quelqu'un qui est vraiment dépressif? Oui, pour parler de dépression, il faut observer ces symptômes dont je viens de parler pendant au moins 2 semaines. Si la personne est soucieuse aujourd'hui, demain, après-demain, disons pendant 3 jours, elle n'est pas encore dépressive, elle est soucieuse. Mais si les symptômes dont je viens de parler persistent au moins pendant 2 semaines, on peut parler en ce moment de dépression. Et avec le temps, les conséquences vont s'en suivre, ce qui peut pousser la personne à commettre des actes qui peuvent aller jusqu'au suicide. Mais si la personne est juste anxieuse, soucieuse, pendant 3 jours, elle peut s'en débarrasser très facilement. Alors qu'avec le cas de la dépression, le fait de s'en débarrasser n'est pas aussi facile que ça. Voilà. Roger, comment se manifeste? Les symptômes, ce ne serait qu'un secret de polichinelle. Aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes en circulation. Elles sont là, elles parlent. C'est-à-dire, tu ne sais pas de quoi elles parlent exactement, mais tu vas quand même voir leur bouche dire quelque chose. Donc ça veut dire que chez eux, mais chez ces personnes-là, ça ne va pas. Donc c'est aussi l'un des symptômes dont on peut parler. C'est que la personne a le dégoût de vie. Rien ne motive cette personne, comme Adolphe l'a dit, a su parler de la démotivation. Oui, moi je dirais plutôt le dégoût. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, la personne est dégoûtée. On dit, par exemple, on va aller faire un travail quelque part. Selon cette personne, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus la chance, mais la grâce n'existe plus. Donc, tout pour cette personne, c'est du dégoût. Donc, cette personne n'aura plus l'envie de toucher à quelque chose. Donc, elle est là. Ce n'est pas parce que la personne est paresseuse, mais c'est parce que peut-être elle a traversé, pas peut-être, mais c'est parce qu'elle a traversé des situations qui sembleraient roses, mais à la fin, ce ne sont que des situations noires. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et laissez-moi le dire ainsi, surtout si la personne est, permettez-moi de le dire, si la personne est chrétienne, vous allez voir que chaque fois la personne prie. C'est-à-dire que même si la personne mange, c'est la prière. Si elle boit, c'est la prière. Tout ce que fait la personne, c'est la prière. On remet tout à Dieu. Maintenant, oui, on remet tout à Dieu. Maintenant, autre dimension, c'est qu'il y a certaines personnes, celles-là qui sont vraiment dégoûtées, c'est-à-dire qui n'ont pas en réalité le goût de la vie. Même quand on parle de la prière, ces personnes elles n'interviennent plus. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on doit faire pour trouver une alternative, une solution à un problème donné, ces personnes ne réagissent plus. C'est-à-dire que selon elles, il n'y a que la mort qui les attend. Il n'y a que la mort qui les attend pour qu'elles puissent rendre l'âme. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Et même ces personnes, quand elles voient, c'est comme les gens aujourd'hui, je le dis à quelqu'un autrefois, qu'il y a les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de bagnole, mais quand ils voient les voitures qui passent, ils pouvaient donner le prix de ces voitures et ils maîtrisent même leur nom. Donc il y a ces personnes-là aujourd'hui, quand elles te voient, elles peuvent imaginer le problème que toi tu as, même si toi-même tu ne le sais pas, ils connaissent ton problème plus que toi-même. Donc ça veut dire que eux, comme ils ont déjà traversé cette situation, on peut dire qu'ils sont devenus des professionnels, des darons à la matière. Donc ça veut dire que ces personnes-là, quand elles sont là, des fois,
elle s'oublie elle-même, c'est-à-dire elle oublie premièrement et leurs problèmes oui, s'oublie soi-même, c'est-à-dire que la personne, vous parlez d'un sujet par exemple, vous êtes en train de parler peut-être de mariage, on le prend un petit peu comme ça, vous parlez de mariage, maintenant la personne, tu touches à la personne, je te parle, la personne revient après quelques minutes, ça, ce n'est pas une maladie spirituelle, mais parce que la personne traverse l'état de dépression. Et avant de chuter, si vous le permettez, vous avez posé la question à Adolphe de mettre la différence entre le souci, oui, et ce qui est en état de dépression. En fait, le souci, c'est ce qui vient premièrement. Le souci même, c'est simple. Quand on dit que j'ai un souci, on peut banaliser le sujet là, on peut le banaliser. Mais quand on dit que je suis en état de dépression, c'est gros parce que là, on suppose que vous avez traversé des soucis, après les difficultés, les problèmes, et vous êtes à un état où vraiment, si on ne prend pas soin de vous, vous pouvez devenir un fou ou bien vous pouvez avoir du surménage. Est-ce que celui qui est en dépression et celui qui est déprimé sait qu'il est dans cet état? Est-ce qu'il a conscience de son état? Je peux dire oui. Quand tu as mal à la tête, tu dois savoir normalement que tu as mal à la tête. Bon, vous l'avez quand même dit, nous ne sommes pas les experts en la matière, mais on essaie quand même de donner notre point de vue, nos points de vue sur le sujet. Donc je pense que les personnes là, elles doivent savoir qu'elles sont en cet état-là. C'est-à-dire que là où je suis, je sais que ça ne va pas. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens même qui le disent ouvertement, hein, que moi, je n'ai plus envie de faire, je ne veux plus essayer. Il y a certaines personnes, par exemple, qui sont allées à l'examen à plusieurs reprises, mais elles vont venir autant pour moi pour te dire qu'elles n'ont plus envie de fréquenter. Elles savent consciencieusement que ça ne va pas, qu'elles ont le dégoût de la vie. Donc je peux dire que quand tu es en état de dépression, on le sait pertinemment. Voilà, nous nous intéressons à cet état chez les jeunes. Adolphe, quelles en sont les causes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui certaines jeunes sont dépressifs? Bon, il y a plusieurs causes de la dépression, que ce soit chez les adultes que chez les jeunes. Il y a un problème, premièrement, je peux parler du problème lié aux relations. Si quelqu'un perd un être cher... On parle de relations, forcément, relations amoureuses. Oui, mais j'en viens. Pour la plupart des temps, c'est... Là, amoureuse, voilà, je sais. Ça fait partie également. Je sais où, et quoi peut-on Roger veut en venir. Mais par exemple, prenons le cas d'un Goumen. Oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui est un Goumen va dire qu'il est dépressif? Oui. Une rupture amoureuse peut mener jusqu'à la déception. Une rupture peut amener jusqu'à la dépression. Mais c'est rare. C'est rare. C'est pourquoi je dis, il faut faire le distinguo. Adolphe. La personne peut être en rupture amoureuse, souffrir de ça pendant quelques jours et ça va passer. Mais c'est lorsque ça devient répétitif, les soucis, l'angoisse, la tristesse, sur une longue durée, comme je viens de le dire, pendant au moins 2 semaines, qu'on peut parler de dépression. Il y a des problèmes liés au décès, c'est-à-dire vous perdez un être cher. Oui. La personne vous a tellement marqué au cours de sa vie, au point où vous vous dites, donc c'est fini comme ça, et vous regrettez le départ de cette personne. Il y a aussi des problèmes liés, c'est-à-dire les problèmes économiques, la perte d'un emploi par exemple, quelqu'un qui est licencié, il se retrouve quelqu'un qui est en perte d'emploi par exemple, mais il se retrouve coincé, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus comment faire pour joindre les deux bouts. Du coup, la recherche d'un autre boulot va lui poser une problématique et à cause de ça, elle ne va faire penser, déjà il y a la faim qui sera déjà à la porte, Oui. et les autres soucis, peut-être il est en location, les problèmes de loyer, les problèmes de déplacement, les problèmes de, c'est-à-dire prise de soins d'elle-même, la personne, et donc tout ça peut amener à la dépression, c'est ça. Il y a aussi le regard des autres. Par exemple, vous êtes dans une communauté, vous êtes dans un groupe et vous avez une estime de vos pairs lorsque vous étiez ensemble. Mais à un moment donné, tu as fait quelque chose, peut-être tu as commis un crime, peut-être tu as commis une gaffe, tu as volé par exemple, quelque chose comme ça.
on t'a attrapé et la rumeur est au dehors. Donc, sachant que les gens sont contents d'un acte qu'on a commis et qui n'est pas du tout orthodoxe, ça va créer en quelque sorte une honte insupportable chez la personne, ce qui va probablement lui conduire dans une dépression. C'est ça. Adolphe a pratiquement tout dit. Pour conclure, je pourrais dire que, en fait, avant de parler de dépression, ça dit que la personne en question, ce n'est pas un seul problème en réalité. Ça dit que vous avez tous les soucis, tous les problèmes de la vie. Alors, je pense que c'est quelqu'un un jeune par exemple, qui a tous les problèmes de la vie. Quand nous prenons, si vous allez même faire les recherches sur le thème, on va plus vous parler du domaine scolaire. On a parlé du domaine scolaire et puis du domaine professionnel aussi. Alors ça veut dire que quand nous prenons le domaine scolaire, par exemple, un jeune qui n'arrive pas peut-être à aller de l'avant, quand il prend par exemple les matières, toutes les matières, rien ne va. Toutes les matières sont que des bêtes noires pour ce jeune. C'est-à-dire que rien ne va en réalité quand on parle de l'école. Maintenant, peut-être vous n'êtes plus dans le domaine scolaire, mais dans le domaine professionnel, rien ne va. Vous avez au moins un emploi, mais ça ne va pas. Peut-être vous n'êtes pas payé il y a des mois. Et si vous n'êtes pas payé, vous rendez compte que vous n'allez pas subvenir à vos besoins, vous ne pouvez pas joindre les deux. Donc ça veut dire que dans le domaine professionnel aussi, ça ne va pas. Adolphe a parlé du regard des autres. Peut-être vous êtes mal vu, pas seulement que vous avez commis un acte, mais aussi que votre tête ne plaît pas à pas mal de personnes. Donc ça veut dire que en réalité rien ne va. Quand vous prenez peut-être le côté relationnel dont j'étais en train de parler, c'est-à-dire que quand on parle de relation, vous l'avez dit que ce n'est pas seulement relation amoureuse, mais je vais quand même amplifier cela parce que c'est le mal qui gangrène la jeunesse actuellement. Vous êtes dans une relation amoureuse, au moment où vous devez au moins vous calmer par cette relation, c'est là même votre enfer, ça ne va pas aussi là-bas. Donc ça veut dire que quand on prend, en dehors de relations amoureuses, on prend une relation entre camarades, entre proches, rien ne va. C'est tout le regard de la société. Et vous savez, si vous avez un mauvais regard, il y a des regards qui sont négatifs envers vous. Alors ça produit ce qu'on appelle complexe d'infériorité. Chaque fois, tu te vois inférieur aux autres. Et au moment où tu te vois inférieur aux autres, devant chaque situation, tu ne pourras pas tirer ton épingle de jeu. Donc ça veut dire que c'est aussi ça qui amène à la dépression. Et les gens, quand ils se voient dans leur champ, quand ils reviennent, ils ont le dégoût, comme je l'ai dit, ils se voient au sein de plusieurs problèmes. Les problèmes sont ici le côté professionnel, le côté scolaire peut-être, ce qui est relation. Ça dit que votre vie même, rien ne va, comme je l'ai déjà dit, pour ne pas me monopoliser. En réalité, oui, parce que je le disais autrefois dans l'émission, dans le numéro que nous avons enregistré, qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, il va falloir que personne t'approche avant que tu ne saches qu'elle souffre. Nous sommes là aujourd'hui, peut-être tous trois ici, on se voit, on croit que la vie est rose chez l'autre. Mais si cette personne commence par si quelqu'un d'entre nous commence par te narrer son problème, tu risques d'oublier le sien. Oui, les siens. Donc ça veut dire que en réalité, les gens souffrent, mais en cachette. Les gens souffrent en cachette. Il va falloir qu'on te raconte d'abord ce qui se passe chez la personne avant que tu ne t'en rendes compte. Donc ça veut dire qu'il y a les gens du vrai, rien ne va. Quelles sont les retombées de la dépression sur, on va faire la technologie de la personne dépressive? Bon, les retombées, c'est déjà... Chez les jeunes, oui, chez les jeunes, comme chez les adultes, parce que les problèmes souvent sont les mêmes, les retombées sont les mêmes. Mais bon, si on veut plus rester côté jeune, c'est déjà l'addiction au sexe par exemple, l'addiction à l'alcool, au tabac et aux jeux de hasard. On parlait tout de suite en coulisses de Winesbet. Il y a des jeunes... On parle quand même de... Oui.
on parlait des jeux de hasard et vous voyez un jeune, comme on avait parlé des causes, qui est en licenciement, qui est licencié, qui a été remercié dans son boulot à cause d'un problème X ou Y et qui a peut-être 5 000. C'est-à-dire, c'est son las, quoi. C'est tout ce qui lui reste. Vous voyez, c'est 5 000. Soit il va décider de jouer à un jeu de hasard immédiatement avec les 5 000 là pour miser, quoi. C'est-à-dire, ça casse ou ça passe. Et au cas où ça ne marche pas, il devient encore plus dépressif. Il peut aussi décider de jouer peut-être à un jeu petit à petit jusqu'à ce que les 5 000 finissent là. Il va gagner quelque chose dans l'espoir de résoudre de façon miraculeuse la situation qui lui est angoissante, quoi. Mais si elle n'arrive pas, la situation va encore s'aggraver. Les problèmes liés au sexe. Vous voyez, une personne dépressive souvent peut être également accro au sexe, hein, surtout au niveau des filles. Une fille qui est dépressive, qui ne sait pas à quel sein se vouer et tout ça, bien, elle va tout de suite s'accrocher à tout homme, hein, qui va vouloir lui faire des avances. Et tout de suite, dans une relation qui ne dure même pas 2 semaines, là, elle va commencer par avoir des intimités, juste pour satisfaire sa situation qui lui est embarrassante, quoi. Donc, ce qui peut déboucher sur des maladies, une grossesse, et tout ça va encore aggraver la situation de dépression. Donc, c'est ça. Il y a aussi les autres problèmes comme la criminalité. Un jeune qui est dépressif, par exemple, il peut décider, hein, de tout faire pour s'en sortir, et il peut rentrer dans des bandes là pour aller organiser des choses juste pour trouver de l'argent. Il peut essayer aussi de faire dans l'escroquerie, escroquer les gens. C'est-à-dire tout ce qui peut lui permettre de trouver une issue à la situation dans laquelle elle est. J'aimerais tout d'abord réagir par rapport à ce qu'a dit Adolphe. Ces personnes qui se donnent à ces genres de pratiques-là, c'est-à-dire à l'alcool, au sexe, ce n'est pas en réalité une solution. Voilà. Enfin, je pense qu'on aura à en parler, mais ce n'est pas une solution. C'est-à-dire que vous êtes en train d'empirer la situation. Ça deviendra dépression au carré. Maintenant, ce que je pourrais y ajouter, c'est qu'il y a les gens qui vont se suicider. Il y a le suicide. On se suicide, on dit que comme déjà, à la base, il n'y a plus de solution, selon cette personne, il n'y a plus de solution. Alors il va falloir se donner à la mort, il va falloir quitter le monde sitôt. Donc il opte il opte cela comme solution. Et maintenant, ce qui est aussi choquant, c'est que si c'est quelqu'un, nous prenons une personne X comme celui-là qui est à la base de votre problème, chaque fois que la personne aura à voir quelqu'un ayant la même morphologie que cette personne qui est à la base de son problème, elle va s'énerver et peut-être toi tu seras jugé, tu es déjà trimballé, tu te trimbales déjà autant que moi avec des préjugés. Donc déjà aussi, on suppose que le nom de la personne c'est X. Donc ça veut dire que quand je te vois, bien quand j'attends le nom X là, ça empire la situation et la personne qui se trouve devant moi, qui porte ce même nom, risque d'être mal accueillie. Donc ça veut dire que c'est un peu difficile, compliqué, complexe même à vivre chez les jeunes. Mais on ne peut que dire que dans chaque situation compliquée, il y a toujours une solution, il y a toujours des alternatives qu'il faut opter. Je pense qu'on en viendra. Voilà, alors Adolphe, c'est ce qui s'adonne aux addictions, que ce soit l'alcool, la drogue ou autre. Est-ce qu'en faisant cela, c'est une manière de se procurer du plaisir, ou bien pourquoi, au lieu de peut-être de chercher une solution, ils s'enfoncent plus dans le mal? Oui, quand on prend peut-être le cas de l'alcool, quelqu'un qui est soucieux, qui est anxieux, qui est stressé, et pour couronner le tout, dépressif, il va croire que quand il va prendre l'alcool, il va se saouler, il va oublier les problèmes et voilà, il sera à l'aise. Après cela. C'est tout à fait. Oui, c'est-à-dire une excitation passagère. Il s'excite et il boit de l'alcool
Et il y a certaines personnes qui le font sciemment, ils boivent de l'alcool et ils insultent les gens, ils se sentent, c'est-à-dire, galvanisés. Voilà. Il se sent excité, il est galvanisé, il fait des choses. Et tant que, c'est-à-dire le temps que l'effet de l'alcool s'arrête, les problèmes reviennent à la surface et ils se retrouvent devant les faits. Donc, en fait, c'est un échappatoire. C'est-à-dire pour fuir les problèmes pendant un temps. Parce qu'à un moment donné, ça devient stressant. Tu penses tout le temps. Et c'est comme si tu vas craquer, tu vas avoir un surménage. Donc tu te dis, ben, je vais prendre quelque chose juste pour oublier les soucis pour un temps. Et sur le plan biologique aussi, il y a certaines hormones. Par exemple, quand on prend le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand quelqu'un est dépressif, il faut savoir qu'il y a une augmentation de la sécrétion de cette hormone-là sur le plan biologique, c'est-à-dire au niveau du système nerveux. Oui. Et par contre, en ce moment, il y a la diminution de la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Donc, en ce moment, la personne sera très, très, très fatiguée, c'est-à-dire il y aura le dégoût, quoi. Quand il y a le cortisol qui monte, l'hormone du stress, la personne sera en démotivation, le repli sur soi, elle va éviter tout contact social parce que cette personne-là va avoir tendance à demander de l'aide à toute personne qu'elle va rencontrer. Elle va avoir tendance à raconter ses problèmes à ces personnes en espérant trouver une solution chez cette dernière. Mais au cas où, après avoir raconté les problèmes, elle ne trouve toujours pas de solution, elle l'enfonce davantage dans la dépression. Donc, à un moment donné, elle va se replier sur elle-même. Elle va éviter tout contact. Elle peut s'isoler dans sa chambre. Elle ne sort pas. On va croire qu'elle n'est pas là, mais elle est là. Elle est toujours soucieuse. Et voilà, ça va s'aggraver. Voilà. Roger? Je pense que c'est de savoir si le fait de se donner à ces pratiques-là sont vraiment des solutions. Non. On a déjà dit, lorsque vous prenez par exemple de l'alcool pour oublier les soucis, vous n'allez pas l'oublier éternellement. Ce ne serait que éphémère. Après quelques minutes ou bien après quelques heures, ça va partir. À moins que vous vous décidez de prendre l'alcool tous les jours, toutes les heures, afin de ne pas... Et si vous arrivez même à cette étape-là, ça dit que c'est un peu dangereux pour votre santé. C'est pas un peu, mais très dangereux pour votre santé. Parce que les médecins le ont dit, le corps humain a besoin d'un taux d'alcool donné. Donc on ne prend pas l'alcool en n'importe comment. Maintenant, ce que je voudrais aussi ajouter, que nous ne devons pas... ces échappatoires, oui, je pense qu'à ce moment, on a besoin des échappatoires pour pouvoir se donner au monde, en fait. Par exemple, je peux décider d'aller faire le sport. C'est une solution, c'est la solution par excellence d'ailleurs. Je peux décider d'aller faire sport pour découvrir le monde, en fait. Maintenant, décider chaque fois de prendre de l'alcool, des drogues pour pouvoir oublier les problèmes, permettez que je le dise, c'est un peu faible. Pas un peu, mais c'est très faible parce qu'un homme, que vous soyez homme, homme en tant que sexe masculin ou sexe féminin, il va falloir que à chaque mois, il faut affronter les problèmes parce que les problèmes ne finiront jamais. Chaque jour que le bon Dieu nous donnera, nous raconterons toujours les problèmes. Donc, il va falloir que nous soyons efficaces, que nous soyons plus forts que ces problèmes. Parce que ici, même, je sais qu'on ne parle pas de problème, mais on parle de la dépression, une autre dimension, un autre niveau. Mais on dit souvent au grand mot, au grand remède. Donc, il va falloir que nous soyons aussi forts pour pouvoir remédier à tout ce qui nous arrive. Prendre de l'alcool, prendre ces trucs-là, ce n'est pas une solution en tant que telle. Voilà, tu viens de proposer une solution, le sport, d'autres solutions pour pouvoir sortir de cette dépression-là. Oui, autre solution, ce qui me vient tout juste à l'esprit, c'est de se confier aux gens. Mais ce qui choque là-bas, c'est que la société aujourd'hui, dans la société actuelle... Est-ce que ce qu'on est la bonne personne, c'est ça? Oui, à la bonne... Bon, le constat que j'ai fait, c'est que tu peux te confier à n'importe qui. Je sais qu'en réalité, il faut se confier à la bonne personne. Maintenant, laissez-moi d'abord avant de venir là. Des fois, tu as un problème, il suffit que cela sorte de ta bouche. Il suffit que tu dises ça à quelqu'un. Je peux le dire à Adolphe, malgré que je ne connais pas Adolphe. Il faut que je lui dise seulement, Adolphe, j'ai ce problème. Même s'il va me critiquer,
moi je l'ai déjà dit, et intérieurement, je suis soulagé, voilà. C'est pourquoi je ne vais pas le dire. Vous allez voir, il y a une corporation à Lomé ici, je ne vais pas dénoncer leur nom. Quand ils te prennent, bien quand tu es avec cette corporation-là, elle va te narrer tout son problème. C'est votre première fois de vous voir, mais cette corporation va te... Dis-nous un peu plus, c'est une entreprise, une association? Non, c'est un métier donné en fait. D'accord. Donc, c'est après que tu vas te rendre compte qu'en réalité, vous ne vous connaissez pas. Mais intérieurement, toi qui as dévoilé ton problème, toi qui as fait sortir ton problème, tu as extériorisé ton problème, tu es en paix maintenant. En réalité, on doit se confier à la bonne personne. Mais ce qui cloche un peu mal là-bas, c'est que aujourd'hui, on ne connaît plus la bonne personne. La personne en qui tu as confiance peut te trahir. Ça dit que je dis ça à Adolphe, c'est un exemple que je donne. Hein, que Adolphe, Non, prenons un exemple sur Abel, c'est vrai. D'accord. Je dis à Abel plutôt, je te fais confiance, donc je te vends la mèche, ne le dis à personne. Lorsqu'Abel va sortir du studio, il va aller dire ça à Prudence. Il va raconter le problème à Prudence. Prudence qui aussi, ce qui fait mal des fois, c'est que Abel va dire à Prudence, c'est à toi, je l'ai dit, ne le dis à personne. C'est ce qui me fait plus mal. C'est pourquoi moi, au final, quand j'ai dit, garde ça pour toi, quoi. Parce que quand tu dis qu'un ne dit pas, cette personne aussi va aller. Au final, ça va sortir sur la toile. Vaut mieux garder ça. Oui. Ça me rappelle une ancienne chanson ivoirienne là, où un monsieur devait aller en voyage, je crois que c'est à l'extérieur à Paris. Il a d'abord dit ça à sa femme, de ne pas dire. Sa femme dit à sa copine. Décidément, le jour du débat, tout le monde était. Là, c'est toute la vie de le mec qui risque autant pour moi d'être informé de ce que tu as comme problème. On dit, ne le dis à personne, ne le dis à non. Ça dit que ça devient une association de ne le dire à personne. Donc, je pense que tout quand même, je sais que c'est vrai, c'est un problème, mais ces choses-là, ces arguments ne doivent pas nous amener en fait à ne pas... Moi, j'ai un problème tout récemment. Je l'ai seulement dit à qu'un, la personne, vraiment, c'est le problème de nous Africains, de nous humains. On ne sait pas à quel moment reprocher, et on ne sait pas à quel moment venir à aider les gens. Maintenant, la personne m'a critiqué, mais moi, intérieurement, ça ne m'a rien fait de mal. Hein. L'essentiel, c'est que je l'ai dit et j'ai la paix du cœur. C'est léger, en fait. Donc, c'est pour dire que, quels que soient les problèmes, il faut trouver quelqu'un à qui le dire. Je vais quand même, les gens vont croire que c'est parce que je suis un bévou, mais c'est pas ça, en fait. Si tu es garçon, il faut confier tes problèmes une fille. Ah oui. Ouais, si tu es expérience fréquente, ça c'est une théorie. On aimerait bien savoir. Il va falloir que tu nous expliques cette théorie-là. Oui, Adolphe l'a dit, c'est ma théorie qui est une théorie vraie quand même. C'est-à-dire que, vous savez, les hommes, quand tu prends un garçon, par exemple, qui est devant toi, Abel, tu lui confies tes problèmes, il s'en fout. Hein. Les garçons s'en foutent pas mal de leurs prochains garçons qui leur racontent ces problèmes. Donc ça veut dire que, bon, paradoxalement, quand tu vas, en tant que garçon, tu approches une fille maintenant pour lui raconter, à moins que toi-même, tu n'aies d'autres idées que je qualifierais saugrenues. Il faut qu'on soit réaliste en fait. Donc ça veut dire que tu vois la fille, tu lui confies tes problèmes, peut-être si elle va te faire un câlin, c'est très important. Si vous avez un souci, il va falloir qu'on vous fasse un gros câlin d'ailleurs, parce que cela se fait chez nous les blancs, tu fais un gros câlin et puis tu oublies tes problèmes. Alors, tu confies tes problèmes à une fille, en tant que garçon, tu confies ça à une fille, tu seras soulagé. Une fille également le fait, c'est récent d'être vice-versa. Donc je pense que c'est un moyen aussi, j'ai déjà dit qu'il faut confier. C'est le moyen aussi, à part le sport, c'est un moyen aussi très efficace d'être libéré. Et maintenant, chez les Blancs, pas chez les Blancs, mais bon, en tout cas en Afrique, ce n'est pas développé en tant que tel. Il faut voir un psychologue. Maintenant, je disais, autrefois, on était en train de discuter d'un thème similaire. Oui, et puis je disais à la personne qu'il faut voir un psychologue. Hey, moi là, l'argent, c'est parce que je n'ai pas d'argent que je suis dans cet état-là. Maintenant, je suis là pour aller chez... Voilà. Avec cet argent-là, je peux résoudre un problème. Oui, mais en réalité, selon les formations,
on n'a pas besoin d'une somme très colossale avant d'aller voir Les gens n'osent pas, c'est ces tout. gens-là. Le problème, c'est que c'est une négligence pour nous. Le jour où quelqu'un va dire, je vais aller voir, tu oses, hein? Donc, c'est ça en fait. Donc, il va falloir que nous sortions de ce truc-là, de ce jour-là. Il va falloir que nous soyons ouverts aussi. Ce serait compliqué si vous ne vous confiez pas aux autres parce que avant de chuter, je vais encore le dire. Parce que vous-même, personnellement, vous ne pouvez pas là où vous êtes, vous avez besoin de quelqu'un. Voilà. Même s'il faut le raconter à toute la vie de Lomé, il faut le faire parce que vous risquez, ou bien vous finirez par trouver quelqu'un qui pourra vous aider à résoudre vos problèmes. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a cette culture-là de raconter ses problèmes à autrui. Adolphe, solutions? Les solutions. Vous venez de dire que ce n'est pas tout le monde qui est habilité à raconter ses problèmes à autrui. Mais ce qu'il faut noter, c'est que quand la dépression va devenir de plus en plus grave, tu seras tenté, sinon obligé de raconter, toi qui étais au début discret, tes problèmes tu vas même à toutes les personnes que tu vas raconter sans même t'en rendre compte, parce que ça devient finalement angoissant. Donc, comme Roger venait de le dire, il y a des personnes qui parlent en route seules, mais on ne peut pas savoir si ces personnes au début, sinon dans leur état normal, étaient parlant ou discrète. Vous voyez, donc c'est ça. C'est pourquoi, avant d'en arriver là, il faut chercher des solutions. Et comme solution, d'abord, c'est le premier pas, c'est la confidence. Il faut vouer ses problèmes, quoi, se confier à quelqu'un. Parce que le fait déjà de le faire est un début de soulagement. Parce que parfois, il y a beaucoup de choses sur le cœur, il y a des traumatismes qu'on a subis, peut-être c'est un viol qu'une fille a subi, c'est des situations vraiment angoissantes. C'est-à-dire le fait déjà de le dire à quelqu'un, qu'il soit psychologue ou pas déjà, c'est un début de solution quand tu te sens soulagé. Maintenant, le fait de raconter à lui seul ne suffit pas pour s'en sortir. Parce que après avoir raconté ça, étant donné que c'est une maladie, comme je venais de le dire, c'est une pathologie, la dépression c'est une pathologie, c'est pourquoi j'avais fait le distinguo entre la dépression et les soucis. C'est une pathologie et ça se guérit. Ça se guérit donc. La confidence seule ne guérit pas la dépression. Il faut aller au-delà. Consulter un psychologue qui peut vous accompagner avec une psychothérapie. Parce que les gens pensent souvent que quand on rencontre un psy, on expose des problèmes et le psy nous donne un conseil, c'est fini. Non. Il faut plus que ça. C'est la psychothérapie et seuls ces professionnels-là savent de quoi il s'agit. En cas c'est-à-dire, lorsque le problème devient grave, il y a parfois même, ça dépasse les psys, et eux-mêmes, ils orientent les patients en psychiatrie. Et en ce moment-là, les psychiatres prennent leurs responsabilités du côté de la médecine et ils prescrivent des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques qui vont agir sur les hormones dont j'avais parlé un peu plus tôt, là, les hormones du stress et du plaisir, pour essayer de les réguler. Parce que sur le plan biologique, selon les psychiatres, c'est la dérégulation de ces hormones-là, parfois aussi, qui amène ce déséquilibre-là au niveau de la stabilité de la personne. Donc, après la confidence, il faut une consultation psychologique, essayer de canaliser le problème avec le psychologue qui va utiliser la psychothérapie. Et lorsque ça s'aggrave, on va aller du côté de la médecine, c'est-à-dire en psychiatrie, pour soigner le problème. Voilà. Pour terminer ce débat, Roger, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter la dépression chez les jeunes? Est-ce qu'il y a certaines astuces ou des solutions des solutions pour éviter ce fléau-là? En fait, je pense que avant tout, il faut éviter la comparaison. Parce que des fois, la comparaison est ce qui nous amène souvent à un état de dépression. Au moment où vous comparez, c'est vrai, j'étais avec quelqu'un, on a vécu tout, on a fait tout dans l'enfance, dans notre enfance. Maintenant, la vie de la personne, quand je vois la vie, je vois son état actuel et je vois mon état, c'est comme le jour et la nuit. Et donc, ça ne veut pas dire que je vais me comparer chaque fois à cette personne. Ça risque de m'amener, si je ne suis pas dépressif, ça va m'amener à devenir ce que je ne dois pas, à faire ce que je ne dois pas faire en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut éviter avant tout la comparaison. Il faut également faire preuve
de quelqu'un qui est fort. C'est-à-dire qu'il faut être fort mentalement. Ça, là, on le dit, hein, on le dit oralement, mais le jour où tu seras face à une situation, tu vas oublier qu'il faut être fort. Donc, l'essentiel, c'est d'éviter la comparaison. Il faut éviter aussi le complexe d'infériorité. Ne voyez pas, moi j'ai l'habitude de dire, tout ce que vous verrez, tout ce que vous verrez autant pour moi devant vous, il faut les considérer comme votre égal. Personne n'est supérieur à vous et vous n'êtes supérieur à personne. Alors ça vous permettra d'éviter tout ce qu'il y a comme dépression, etc. L'essentiel, c'est la comparaison en fait. Quand tu te compares aux gens, tu dis, en fait, nous-mêmes, au moment où tu te compares à cette personne, tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas sa vie. Peut-être la personne a une voiture, la personne est dans une voiture, pas une voiture, la personne dans une voiture, tu ne sais pas si, premièrement, la voiture, elle appartient, ou même si elle lui appartient, tu ne sais pas par quel moyen. Peut-être il a son frère à l'Occident qui lui a acheté la voiture très facilement, mais toi, tu es à Lomé et tu te plains de ton sort. Mon ami, si tu trouves voiture, mange et évite la comparaison. Adam? Oui, d'abord, pour éviter la dépression, il faut avoir la confiance en soi. C'est-à-dire cette confiance-là qui te stabilise en fait, quoi. C'est-à-dire, tu es là où tu es aujourd'hui, mais tu es confiant qu'avec le travail ou avec le temps, avec l'aide de Dieu, tu peux évoluer pas à pas et aboutir sur tes objectifs. Ne pas essayer de prendre les objectifs d'autrui pour faire sien. C'est-à-dire, c'est quand tu vois quelqu'un qui te dit que moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela, et avec les moyens qu'il a, toi aussi tu te dis, moi aussi, puisque cette personne-là veut faire ça, moi aussi je veux faire ça. Alors que vous n'avez pas les mêmes moyens, vous ne disposez pas des moyens. Et c'est à ce moment que toi aussi tu vas essayer de faire exactement comme cette personne-là, mais à un moment donné, tu vas te rattraper. C'est-à-dire les réalités vont te rattraper et tu vas te retrouver devant les faits, bloqué maintenant, et tu seras dépressif. Il faut aussi essayer de se connaître, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas. Parce que souvent, quand tu n'aimes pas quelque chose, mais pour des événements circonstanciels, sachant bien que tu n'aimes pas cette chose-là, mais tu te mets là-dedans, mais avec le temps, c'est-à-dire les mêmes causes produisent les mêmes effets, oui. C'est-à-dire tu ne seras que déçu. Tu ne seras que déçu. Par exemple, toi, tu aimes les gens qui sont vraiment ambitieux, qui veulent se développer, qui veulent faire des projets, qui sont tout le temps en train de faire des projets et tout ça. Tu aimes ces genres de personnes-là, quoi. Alors que tu as l'habitude de te mettre avec des gens qui n'ont aucun objectif, les jeunes de Lomé ici et tout ça. C'est-à-dire, tout le temps, quand tu vas vouloir faire quelque chose, eux, ils ne seront pas intéressés. Oui. Eux, ils seront toujours en train de te dire les choses, c'est-à-dire, allons dans une boîte, allons faire ceci, faire ceci. Les parties, voilà. Et en ce moment, tu seras déçu. Et, voilà. Et le contraire aussi est vérifié. Tu es quelqu'un qui aime faire ces choses-là et tu rencontres quelqu'un qui n'est pas dans ces choses-là. Lui, il est focus sur ses objectifs, il a le sens de la responsabilité, il veut grandir ou donner sens à sa vie. Donc tout le temps, toi, tu seras en train de vouloir qu'il vienne t'accompagner dans les boîtes, dans les choses là, mais lui ne sera pas là et en ce moment, tu seras déçu. Donc, pour éviter la dépression souvent, il faut essayer de faire avec ce qu'on a et essayer aussi de ne pas dramatiser les situations. C'est-à-dire, il y a une rupture amoureuse, bon, tu l'acceptes, vous avez rompu, et puis quoi? La vie continue. Si tu meurs, cette personne-là, elle va se mettre avec une autre personne et la vie va continuer normalement. Donc, à un moment donné, tu te retrouves devant les faits et tu fais avec. C'est-à-dire, tu essaies de faire le deuil de la relation pendant un temps. Mais à un moment donné, tu passes à autre chose. La vie continue, toi aussi, tu vas trouver une autre personne. Voilà. Ça va pas. Le message est passé. Je reste avec toi. Ton mot de la fin. Oui. Pour conclure, je dirais que la dépression est quelque chose qui freine souvent le développement des jeunes. Parce qu'un problème de dépression peut causer la perte de temps à un jeune. Un jeune dépressif peut perdre jusqu'à 6 fois, c'est-à-dire toute une année. Hein, il est là, c'est pas qu'il n'évolue pas, mais il tourne en rond. C'est-à-dire il essaie de faire ceci, il est dégoûté, il essaie de faire ceci, il n'évolue pas, il tourne en rond, il tourne en rond. Et à un moment donné, si on ne le sauve à temps,
il va outrepasser et peut-être avoir des problèmes de mémoire. Et il va se perdre comme ça. Donc, lorsqu'on constate les débuts de soucis, les débuts de stress, d'anxiété, il faut essayer le plus tôt possible de trouver une solution avant que ça ne dégénère. Voilà. Oui, je pense que nous avons pratiquement tout dit. Je vais quand même donner un conseil à nous qui sommes aujourd'hui les gens qui parlent beaucoup. Il va falloir que si les gens nous font confidence, il va falloir que nous fermions un peu nos bouches. Et autre chose, il va falloir savoir à quel moment reprocher les gens et à quel moment voler à leur secours. Bonsoir à tous les jeunes qui nous suivent. Merci. Le message est donc passé. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Vraiment, c'est un terrain placé bien. Bonsoir et bienvenue dans notre rubrique Top secret à la langue de Molière. Vous pouvez vous asseoir très confortablement sans... ne soyez pas dans la dépression. Sans dépression, asseyez-vous, on entame avec les mots du jour. Nous en avons deux aujourd'hui. Il s'agit de Kidan et Kidam. Alors, que veut dire le mot Kidan? Kidan, qui est un nom au féminin, qui veut dire citoyenne lambda, une femme ou encore une fille inconnue. Si la régie est au rendez-vous, on peut voir notre... très bien. Il s'agit d'un mot, d'un nom au féminin qui veut dire citoyenne lambda, une femme ou une fille inconnue ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un aussi dont on préfère taire le nom. Kidam qui est son masculin, c'est-à-dire un homme ou un garçon, tant pour moi, inconnu, un citoyen lambda. Voilà, nous avons une phrase sur notre écran qui dit « Tout allait à merveille jusqu'au moment où un ou une ». Voilà, c'est une erreur en fait que nous allons essayer de corriger ensemble. Où un ou encore une qui donne interroge violemment l'enseignant. Si nous avons bien suivi l'explication, alors nous devons choisir entre un ou une, on choisit lequel on choisit alors une, parce qu'il s'agit, on dit que Kidan c'est la forme féminine et Kidam est la forme masculine. Voilà, c'est également, top secret de la langue de Molière, c'est également citation du jour. Chaque mercredi, nous vous proposons une citation. Cette fois-ci, il s'agit d'une citation de Jérôme Touzalin qui dit, je cite, « Les femmes qui ont la beauté extérieure servent de modèle, celles qui n'ont que la beauté intérieure servent des hommes. » C'est bien, cette citation renforce ce que nous avions traité autrefois comme sujet qui dit, la beauté a tout ou inconvénient. Et elle nous vient de Jérôme Touzalin. Voilà, pour finir, il s'agit également de le saviez-vous, deux questions pour vous, pour voir si votre lexique est bien en forme. Il s'agit de la différence entre quelque et quel que soit. Premièrement, le premier quelque qui veut dire quelque Q-U-E-L, Q-U-E, et qui veut dire sens, au sens, qui a plusieurs sens en fait. Au singulier, ça veut dire un parmi d'autres. Au singulier encore, ça pourrait aussi dire, ça pourrait indiquer que l'on n'a pas idée de la quantité exacte du mot déterminé. Je répète, ça pourrait aussi indiquer que l'on n'a pas idée de la quantité exacte du mot déterminé. Et ça a comme nature adjectif indéfini. C'est un adjectif indéfini. Au pluriel, ce mot peut également signifier cela, ce qui représente un nombre relativement faible, ignoré. Par exemple, je t'envoie quelques zéros pour la Pentecôte. Voilà, deuxième mot, c'est quelque. On a dit différence entre quelque et quel que soit. Quel que soit, qui veut dire peu importe quel. Q-U-E-L, à part Q-U-E, à part aussi après S-O-I-T. C'est une locution prépositive qui a comme sens peu importe pour tout, pour n'importe lequel des éléments précités. Alerte, attention,
Elle est conjuguée. Se référer donc à la conjugaison de l'auxiliaire être dans ses formes au subjonctif. Cette locution est variable selon le genre et le nombre des éléments à désigner ensuite. Exemple, quelle que soit la couleur de l'année, elle ne sera jamais blanche. Alors, il va falloir savoir quel mot, lequel de ces deux prendre, quel que soit le premier ou le deuxième. Alors, on prend le deuxième, mais comme on a dit que c'est variable, il va falloir mettre ça au féminin parce que nous avons dit la couleur de l'année, nous avons dit que c'est le mot, l'élément que cela désigne. L'élément désigné ici est la couleur de l'année. Donc, quel au masculin, on double le L, on met E à la fin. Maintenant, si c'est au pluriel, on doit en réalité conjuguer soit en mettant ENT, quel que soit par exemple la chance et la grâce qui sont sur toi. La situation peut te faire réfléchir. Voilà. Nous avons aussi un mot en bas. En réalité, il s'agit... Nous allons revenir sur la précédente affiche. Oui. Le saviez-vous? Oui, le saviez-vous? Quel que soit, c'est ça? Non, l'autre. L'affiche qui vient avant celle-ci. Oui, l'affiche qui doit... là où il y a les questions. Voilà. Quel mot désigne la crainte déraisonnée de cuisiner? Vous savez, il y a certaines personnes, que ce soit garçons ou filles, elles ont la peur de cuisiner. Donc, ils ont quand même un mot qui leur est propre. Donc, on va revenir sur la fiche de tout à l'heure. Oui, voilà. Le mot qui désigne ceux qui ont la crainte de cuisiner. Si la régie est au rendez-vous, sinon on peut le donner. Il s'agit de la magérocophobie. La magérocophobie, c'est le mot qui désigne ceux qui ont la peur déraisonnée de cuisiner. Merci, c'est tout pour Top Secret de la langue de Molière. N'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Voilà, il a peur de cuisiner, mais il n'a pas la peur de manger. La peur de fourreau, pourquoi? L'habitude à cette phobie-là. C'est le mari qui va préparer pour elle ou quoi? Je crois, je sais pas. Par l'amour, il va le faire aujourd'hui, demain, mais à un moment donné, ça va devenir dégoûtant. D'habitude, ceux qui ont peur de cuisiner, ce sont les gourmands. Ils mangent malgré tout. Oui. Et il y a des filles paresseuses là. Même un peu quand même. Merci à toi Roger, merci également à Adolphe. Nous remercions tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous n'oublions pas toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.